Bonjour à tous et bienvenue pour ce live storm sur un sujet brûlant qu'on a découvert ces derniers mois quand on s'est aperçu, après la fin des confinements, que nos chaînes logistiques, celles dont on ne se préoccupe absolument jamais parce qu'elles roulent, avaient des dysfonctionnements, des blocages. On a commencé à avoir des produits qui manquaient dans nos rayons des magasins de bricolage, dans nos rayons des magasins de jouets, un petit peu partout. On a décidé, avec l'opinion, le cluster maritime français Armateurs de France, de mettre les mains dans cette mécanique qu'on connaît mal, cette mécanique de la mécanique maritime qui est derrière toute notre consommation, pour tenter de comprendre ce qu'il se passe. Pourquoi ça ratatouille, si vous me permettez cette expression un petit peu familière? Alors, vous êtes nombreux à nous avoir rejoints et nous avons des experts pour nous éclairer sur cette question. Nous aurons tout d'abord l'éclairage de Thomas Gebin. Thomas Gebin, vous êtes économiste, vous êtes responsable du programme macroéconomie et finances internationales au CEPI, qui est un centre de recherche sur l'économie mondiale. Et vous nous aiderez à avoir la trame de fond de toute cette histoire, c'est-à-dire la grande image. Ensuite, on rentrera un peu plus dans le détail. On parlera avec vous, Christine Cabot. Vous êtes directrice exécutive des opérations du groupe CMA-CGM, qui est le 3e transporteur mondial et qui opère près de 550 navires sur la planète, des milliers, peut-être même des millions de containers. Et puis, nous aurons ensuite le point de vue du destinataire final, ou presque final, avec vous, Franck Matet. Vous êtes le porte-parole de Jouet Club. Pour vous, se prépare une période cruciale, celle de Noël. Le secteur du jouet réalise la moitié de ses ventes dans les 3 derniers mois de l'année. Et cette année, c'est un petit peu plus compliqué que les autres années. Est-ce que les lutins du Père Noël verront leur travail acheminé en temps et en heure dans vos rayons? On en discutera avec vous dans un petit moment. Nous avons tous ensemble 1 heure pour discuter de toutes ces problématiques. Comme vous le voyez, il y a un chat sur lequel vous pouvez faire passer vos questions, vos observations, et si je le peux, je les relayerai à nos intervenants. Mais je vais tout de suite vous laisser la parole à vous, Thomas Gebin. Alors dressez-nous la toile de fond. Vous avez, pour étayer votre propos, quelques graphiques et quelques slides. Donc, je vous laisse nous dresser le portrait de ce monde de presque après le coronavirus. Merci beaucoup, Emmanuel, et merci beaucoup pour cette invitation. Je ne sais pas si vous voyez mes slides. Vous voyez mes slides, c'est bon? D'accord. Alors, moi, donc, comme l'a dit Emmanuel, je vais essayer de faire une perspective macro, essayer d'expliquer quels sont les gros facteurs qui expliquent les tensions qu'on observe aujourd'hui sur les chaînes d'approvisionnement mondiales. Alors, juste pour commencer, il me semble qu'il y a 2 graphes qui reflètent assez bien la situation actuelle. À gauche, c'est un graphe qui a été fait par le FMI qui montre que les délais de livraison pour les fournisseurs aux États-Unis et en Europe atteignent aujourd'hui des niveaux records. C'est-à-dire, en gros, plus la courbe baisse, et plus ça veut dire que les délais de livraison sont longs. Et vous voyez qu'aujourd'hui, on a des délais de livraison qui sont même plus importants que ce qu'on avait connu au début de l'année 2020. À droite, c'est plus une perspective française, mais qui dit un peu la même chose. C'est à partir des chiffres de l'INSEE, c'est que selon les enquêtes de l'INSEE, il y a aujourd'hui 45% des entreprises industrielles en France qui voient leurs activités contraintes par des difficultés d'approvisionnement. Et vous voyez en bleu ce pic très important, c'est-à-dire ce niveau record d'entreprises qui jugent qu'aujourd'hui, elles ont des difficultés d'approvisionnement. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu dans les médias, c'est-à-dire que ces pénuries touchent aujourd'hui toutes les industries. Ce sont les composantes électroniques qui sont les plus touchées, mais vous avez aussi les produits industriels, toutes les pièces automobiles, le bois, tout ça connaît des délais de livraison très longs. Alors, comment on peut expliquer ces tensions? Il me semble qu'il y a 2 gros facteurs principaux. D'une part, il y a eu des variations très fortes et non anticipé de la demande. On verra que ce caractère non anticipé est très important. Et d'autre part, du côté de l'offre, il y a des vulnérabilités et des goulets d'étranglement dans les chaînes de production. C'est-à-dire, ça, c'est plus des questions logistiques presque qu'on va revenir. Il y a aussi quelque chose qui me semble important, c'est que cette crise joue comme un accélérateur de tendance. Et ça explique aussi les difficultés qu'on observe dans les chaînes d'approvisionnement. Et il y a une autre caractéristique qui me semble intéressante, c'est que c'est la première crise de la transition écologique. Et ça aussi, on va voir comment ça peut expliquer les tensions qu'on observe aujourd'hui.
Alors juste deux graphiques pour vous montrer la situation du commerce mondial, parce que ces chaînes de logistique, in fine, c'est du commerce. Donc vous voyez que à gauche, au niveau du commerce mondial, vous voyez qu'il y a eu une baisse très importante en 2020, et vous voyez aussi bien sur le PIB, c'est-à-dire sur l'activité, que sur le commerce, vous avez eu un rebond très fort. Et à droite, vous avez la même chose, mais vous voyez que la reprise du commerce, c'est les pointillés bleus, a été beaucoup plus forte que ce qu'anticipaient les économistes. Donc on va revenir un peu sur ces éléments. Donc le premier élément d'explication très important, c'est la très forte relance de la demande. Et le fait que cette augmentation de la demande n'avait pas été anticipée par les économistes ou les organisations. Alors, il y a plusieurs facteurs qui expliquent cette hausse très forte. Le premier, c'est qu'il y a eu un rattrapage, c'est-à-dire que pendant la crise sanitaire, pendant les confinements, la demande a été comprimée, et donc en sortie de confinement, quand les restrictions ont été progressivement levées, en fait, les ménages se sont mis à acheter des voitures, du matériel pour la cuisine, en rattraper, entre guillemets, le temps perdu. Et ça a été rendu d'autant plus facile parce qu'il y a eu des plans de relance massifs. Donc une action très forte des gouvernements. Juste quelques chiffres pour mettre les choses en perspective. À l'été 2020, il y a eu un plan de relance chinois qui a représenté près de 500 milliards de dollars, donc ce qui est très massif. Quand on regarde maintenant aux États-Unis, les sommes votées ou annoncées, c'est près de 9 000 milliards de dollars. Donc évidemment, il n'y aura pas exactement, in fine, les sommes votées seront pas, ça ne correspondra pas parce qu'il y aura des coupes, mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur des montants, c'est près de 40% du PIB américain. Il y a aussi une autre chose qui est très importante, c'est que la crise a joué comme un accélérateur de tendance. C'est-à-dire qu'il y a eu des changements de consommation de ménages pendant la pandémie avec le télétravail, l'explosion du e-commerce, et ça a fait que la demande s'est concentrée vers certains biens qu'on consommait un petit peu moins avant. Notamment, ça a accentué la demande sur l'électronique. Il y a eu aussi une très forte augmentation de tout ce qui est lié au bâtiment, des matériaux nécessaires au bâtiment. Ça, c'est lié au plan de relance en Chine ou aux États-Unis qui ont beaucoup favorisé le bâtiment. Et comme je le disais sur le commerce, mais c'est la même chose sur le PIB, cette dynamique, ce dynamisme très fort de la demande n'avait pas été anticipé par les organisations internationales. Donc il y a eu une certaine surprise. Autre point important, c'est que cette demande, elle s'est surtout focalisée sur les biens manufacturiers et pas sur les services dont la demande est restée relativement atone. Là, vous voyez aux États-Unis le bond très impressionnant de la consommation de biens durables aux États-Unis. Vous voyez l'espèce d'augmentation très forte à partir de la fin de l'année 2020. Vous voyez que c'est sans commune mesure avec ce qu'on avait observé les 20 années précédentes. Donc ça, c'est les facteurs de demande. À côté, il y a des facteurs d'offre dont on parle aussi beaucoup. C'est-à-dire que la demande augmente, mais l'offre ne suit pas. Alors, il y a trois raisons principales qui me semblent expliquer ça. D'une part, les goulets d'étranglement multiples dans les chaînes de valeur, c'est-à-dire les chaînes de production. Il y a les difficultés persistantes dans les transports et il y a des restrictions sanitaires qui continuent de peser. Et en plus de ça, je vais essayer de montrer pourquoi le fait que c'est la première crise de la transition écologique accentue ces problèmes d'offre et ces problèmes logistiques. Alors, le premier facteur au niveau de l'offre, c'est la désorganisation des chaînes logistiques, ce que les économistes appellent les chaînes de valeur. Le problème de ces chaînes de production, c'est qu'elles sont à la fois fortement intégrées, c'est-à-dire que la production est concentrée dans certains endroits du globe, ce qui crée des très fortes vulnérabilités et des dépendances entre les pays et entre les différents niveaux de ces chaînes. Juste un exemple. On parle beaucoup des semi-conducteurs. Il faut savoir que 63% de la production de semi-conducteurs est faite à Taïwan. Donc, si vous avez un blocage de Taïwan, ça va avoir des conséquences au niveau mondial, avec des risques d'effet domino sur tout le reste de la chaîne de production. Et c'est une des raisons pour lesquelles Renault, par exemple, alors que ses carnets de commandes sont pleins, a dû fermer la moitié de ses usines en France récemment. Donc, on parle beaucoup de ces chaînes de valeur. Juste un point, c'est que ce n'est pas quelque chose de nouveau, les problèmes sur ces chaînes logistiques. Par exemple, en 2011, au Japon, il y avait eu un tremblement de terre très important qui avait gravement perturbé les chaînes de valeur. Et donc, ça avait eu des conséquences sur toute l'informatique, toute la production d'informatique et toute la production d'automobiles. Il y a un autre exemple qui me semble très intéressant dans la crise actuelle et qui permet de bien comprendre ces problèmes de chaînes de valeur. C'est l'exemple du magnésium. Aujourd'hui, donc le magnésium, c'est indispensable à la fois pour produire de l'aluminium et pour l'industrie automobile. Alors, le problème du magnésium, c'est que c'est produit à 90% en Chine. Et même plus précisément, vous avez une ville en Chine, Yulin, qui représente 44% de l'approvisionnement mondial.
Le problème, c'est que depuis la fin de l'été, il y a 70% de la production chinoise de magnésium qui est arrêtée. Ça, c'est lié aux pannes de courant et au rationnement de l'électricité. Je vais y revenir dans un instant. Donc, vous avez cette production qui est en grande partie arrêtée. Et donc, vous avez eu une augmentation, une explosion des cours de magnésium à plus de 10 000 $ la tonne. Vous voyez le graphe ci-dessous qui illustre ce phénomène. Le problème, c'est que, comme je l'ai dit, le magnésium, c'est indispensable pour renforcer, alléger et protéger l'aluminium. Donc, on risque d'avoir aussi une pénurie d'aluminium. Et l'automobile, par exemple, a aussi un besoin essentiel d'aluminium. Donc, vous voyez qu'à partir de ce qui se passe dans une ville de façon assez localisée en Chine, vous pouvez avoir des conséquences au niveau mondial qui désorganisent toute la production d'automobiles dans le monde. Thomas, est-ce que ça, si je vous entends, je vais vous poser une petite question avant de vous laisser poursuivre. Est-ce que ça veut dire que cette situation est appelée à durer? Puisqu'on voit que voilà, il y a des effets dominos sur les chaînes et des choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Est-ce que ça veut dire que ça va durer? Ben, ça dépend. C'est ce que je vais essayer de décrire dans un instant, c'est que ça dépend des matières premières. C'est-à-dire que vous allez avoir des matières, vous pouvez avoir des goulets d'étranglement sur certaines matières premières, par exemple parce que vous avez un cas de Covid qui fait qu'on va fermer, plusieurs cas de Covid qui vont faire qu'on va fermer une ville qui est stratégique pour une matière première donnée ou pour une production donnée. Et donc ça va se répercuter dans le monde entier. Donc après, la situation va se résoudre, mais vous êtes toujours à la merci d'un nouvel, soit d'une catastrophe climatique, comme ça c'est des inondations, comme il y a eu en Chine aussi cette année, et qui ont fait qu'une partie de la production de charbon a été stoppée, ou de nouvelles vagues de Covid qui vont faire que, ça je vais donner des exemples, qui vont faire que voilà, là c'est la production de textiles, là c'est une partie des équipements qui peuvent être bloqués, quoi. Donc ça se corrige, mais vous êtes toujours à la merci avec une demande très forte, vous êtes toujours à la merci qu'il y a une partie de la chaîne qui bloque, quoi. C'est ça la grosse difficulté, quoi. Ça veut dire une fragilité oui, c'est une fragilité. Ouais. Bien je vous laisse poursuivre, excusez-moi, mais ça me semblait important de oui, bien sûr. préciser. Je ne sais pas si vous voyez, mais ouais, pardon. Alors, il y a aussi des problèmes persistants dans les transports. Je pense que les autres intervenants vont décrire plus précisément ça, mais juste à gros traits. Donc, il y a deux principaux problèmes. Il me semble, d'une part, un manque de conteneurs, c'est-à-dire ça, c'est quelque chose qui a été bien décrit. L'indice des prix des conteneurs a explosé depuis 2 ans. Par exemple, les conteneurs en provenance de Shanghai, ça a été multiplié par plus de 6 en 2 ans. Et le problème, c'est que c'est difficile de commander des nouveaux conteneurs, en tout cas qu'ils soient produits, quoi. C'est-à-dire parce que, alors que les commandes sont en plein essor, la production, elle est assez faible. Ça prend du temps à produire ces conteneurs. Par exemple, si vous avez une commande en 2020, je pense que il faut attendre 2 ans pour que ça arrive. Et cette production est elle-même ralentie par les pénuries. Vous avez besoin d'acier ou d'aluminium. Le deuxième gros problème, et ça je pense qu'on va en parler plus après, c'est les ports engorgés. C'est-à-dire, par exemple en Chine, vous avez un manque de dockers pour charger et décharger. Vous avez des ports fermés à cause de cas de Covid. Par exemple, en mai dernier, vous avez le port de Yantian qui a été fermé pendant 2 semaines et ça aurait entraîné le blocage de près de 300 cargos. On parle aussi beaucoup de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez une congestion du port de Los Angeles et de Long Beach. Et ça, c'est très important parce que c'est là où transitent près de 40% des importations américaines par conteneur. D'où la décision du président Biden qui a décidé qu'il fallait ouvrir désormais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 ces ports. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, c'est toute la chaîne de logistique qui aujourd'hui est freinée. C'est-à-dire que vous avez des problèmes dans le système ferroviaire aux États-Unis qui fait que ça retarde l'évacuation des conteneurs. Vous avez un manque de chauffeurs routiers. Donc, vous avez tous ces éléments bout à bout qui fait que vous avez un engorgement de toute la chaîne. Vous avez aussi, et ça c'est aussi une grosse contrainte sur l'offre, c'est qu'il y a toujours des contraintes sanitaires qui pèsent. Par exemple, en Asie du Sud-Est, vous avez encore des restrictions strictes. Au Vietnam, cet été, par exemple, vous aviez 1/3 des usines textiles qui étaient à l'arrêt. Et le problème, c'est par exemple pour Nike, c'est là où ils produisent le textile de Nike qui est produit au Vietnam. Ou en Chine, j'ai évoqué cet exemple tout à l'heure, vous aviez aussi des vagues de Covid dans certaines villes en Chine cet été. Et donc, ça a fait que, par exemple, les usines de Toyota et Honda ont fermé. Et donc, tout ça, cette forte hausse de la demande avec des offres contraintes, ça fait que vous aviez une très forte hausse des prix des matières premières et des intrants. Là, vous voyez à gauche l'augmentation forte du prix du gaz et vous voyez aussi que à droite, depuis la mi-2020, une augmentation forte des prix du pétrole. Et
Le problème, c'est du point de vue industriel, c'est que cette hausse des prix des matières premières et des intrants, elle va se répercuter sur le prix des biens. Et donc ça, c'est ce qu'on voit en France. Vous voyez en bleu, c'est l'augmentation du prix des biens industriels qui a augmenté fortement depuis la fin de l'année 2020. Et en rouge, vous voyez qu'à l'inverse, le prix des services, lui, n'augmente pas. Donc il y a vraiment cette dichotomie entre, d'une part, le prix des biens qui augmente très fortement, les biens manufacturiers parce que c'est là où il y a la demande, et les services qui sont encore assez contraints où là, ça n'augmente pas. Et ça, le problème, c'est que cette augmentation des coûts de production, ce n'est pas non plus une incitation pour les industriels pour augmenter justement cette production. Il faut voir que, par exemple, en Allemagne, les coûts ont augmenté de façon spectaculaire, plus de 14% à un an. Et en fait, ce qui se passe, c'est que plutôt que de répercuter le prix sur le consommateur final, ce qui est souvent très compliqué, en fait, il y a plutôt les décisions de baisser la production. Il y a aussi toutes sortes de difficultés, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a aussi des achats de précaution qui sont assez importants aujourd'hui. Peut-être dans le domaine du jouet, c'est ce qui doit se passer, ce qui renforce les à-coups sur les producteurs. Le dernier élément que je voudrais souligner, c'est le rôle de la transition énergétique. Donc c'est quelque chose qui est un peu indépendant de la crise, mais qui renforce les difficultés. C'est-à-dire que les hausses de prix ont été accentuées par les mesures prises en faveur de la transition écologique. C'est-à-dire qu'il y a eu ces dernières années notamment un freinage dans les investissements dans les industries polluantes. Mais le problème, c'est que les alternatives n'ont pas eu le temps de prendre le relais. C'est notamment le cas dans le charbon, où par exemple les permis de polluer ont beaucoup augmenté, ce qui fait que le charbon est devenu cher. Et donc, il y a eu une volonté de chercher comme alternative le gaz et donc une explosion de la demande de gaz. Il y a aussi le fait que les restrictions qui ont été prises ces dernières années en faveur de la transition écologique commencent à mordre. C'est le cas notamment en Chine, où en août, ce qui s'est passé, c'est que les autorités locales, en fait, ont décidé, une partie des autorités locales, de réduire la production de charbon pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc ça a participé fortement du rationnement de l'électricité en Chine. Alors ça a deux conséquences majeures. D'une part, ça a produit une réduction de la production chinoise, il y a une baisse de la production chinoise qui, à court terme, ça a tenu les crises de logistique. En gros, comme en Chine, on produit moins, il y a moins besoin de transport, donc ça réduit la demande de fret et donc le prix du fret. Donc ça réduit les problèmes de transport international, mais ça ne réduit pas la question de la pénurie de l'offre, quoi. Et par ailleurs, il y a un ralentissement de l'économie chinoise. Et donc ça, c'est plutôt le côté demande. Et donc ce ralentissement de l'économie chinoise peut faire dégonfler les prix des matières premières. Il y a moins de demande. Donc c'est ce qu'on observe par exemple sur les prix des métaux ou du bois. Et c'est aussi toute la question du ralentissement du marché immobilier en Chine qui entraîne par exemple une chute du prix du fer. C'est ce qu'on commence à voir par exemple, quand on regarde le prix du fret, où il y avait une explosion jusqu'à l'été, et on voit par exemple que quand on regarde le prix du fret de la Chine vers les États-Unis, ça baisse. Vous voyez qu'il y a comme une explosion de la bulle, mais ça vient en partie parce que la production a été freinée en Chine. Et donc, dernière slide, et je vais m'arrêter là, c'est est-ce qu'on peut s'attendre, c'est un peu votre question Emmanuel, est-ce qu'on peut s'attendre à un retour à la normale ? Alors, c'est vrai qu'il y a un déséquilibre offre-demande qui devrait perdurer. Il y a la question de Noël. Est-ce que la demande va encore accélérer à Noël en termes de consommation ? Et donc, on peut s'attendre à ce que quand même l'offre finisse par s'ajuster. C'est ce qu'on observe. Par exemple, j'ai parlé du bois ou des métaux ferreux. Vous voyez, par exemple, sur le graphe, quand on regarde le prix de quelques matières premières en bleu, vous voyez que le prix du bois a beaucoup baissé. Vous voyez aussi que les prix des métaux ferreux en noir ont beaucoup baissé. Mais c'est comme je le disais à la suite de votre question, ces chaînes de valeur, ces chaînes logistiques restent très fragiles et à la merci s'il y avait une nouvelle vague Covid ou s'il y avait un événement climatique extrême, on pourrait de nouveau avoir ces problèmes de logistique majeurs. Et avec le risque que toute la machine se grippe à nouveau. Voilà. Je parlais dans le vide. Merci beaucoup, Thomas Grébine. On comprend bien en vous écoutant, et c'est limpide, à quel point les maillons de la chaîne économique et logistique sont interdépendants les uns des autres. Il faut vraiment, je crois, les imaginer comme une chaîne, vraiment une chaîne, avec des maillons qui sont imbriqués les uns dans les autres. À quel point ces problèmes sont internationaux et à quel point aussi ça démontre la complexité de la fabrication de tous nos biens. Christine Cabot, donc vous, chez CMA CGM, quand on a préparé cette conférence, vous m'avez dit, ça a au moins un mérite,
peut-être le seul, c'est que ça met en lumière ce qu'on ne voit jamais dans nos économies modernes, c'est-à-dire toute la chaîne, toute l'infrastructure qui soutient nos modes de consommation. Alors vous êtes en première ligne. Hein. CMA-CGM, c'est le 3e transporteur mondial. Vous gérez plus de 500 navires, 100 000 personnes dans le monde. Vous desservez à peu près 400 ports, si ma mémoire est bonne. Alors, qu'est-ce qui a changé dans le quotidien de la logistique chez CMA-CGM depuis la fin, ou en tout cas depuis cette fin en biseau de la crise Covid? Comment votre quotidien a évolué? Merci beaucoup de nous donner la parole. Je vais essayer de vous expliquer de façon aussi simple que possible ce qui s'est passé, ce qu'on a fait pour essayer de parer à cette demande très forte et aux difficultés de contraintes du transport. Monsieur Gerbin en a parlé. Et puis, qu'est-ce qui va se passer demain? Quelles sont les nouvelles tendances? Qu'est-ce que sera le nouveau normal sur les chaînes de transport? Donc, Covid, premier semestre 2020, sidération, on a une forte chute de la demande de transport maritime, tout s'arrête ou presque, en raison des nombreux confinements à travers le monde, fermeture d'usines, fermeture de magasins. Bon. Et puis, à partir de mi-2020, avec la levée du confinement, avec une reprise à peu près normale de nos modes de consommation, tout en restant dans des contraintes sanitaires importantes, Thomas en a parlé tout à l'heure, il y a eu une accélération avec une demande concentrée extrêmement forte à partir de juillet 2020 pour qu'on puisse se remettre à acheminer les marchandises. On voit qu'il y a eu un report de la consommation des ménages, hein, on en a parlé tout à l'heure, consommation de biens d'équipement forte, et donc tout ça doit être acheminé par transport maritime, puisque comme vous le savez, 90% des marchandises dans le monde sont acheminées par mer. Cette demande brutale, violente pour des conteneurs, pour des navires, a mis les transporteurs maritimes dans une tension de nos capacités de transport très fortes. Donc, on a mobilisé tout ce qui pouvait l'être en matière de disponibilité de conteneurs à des prix, Thomas en a parlé, de l'acier et des conteneurs qui ont fortement augmenté. On a mobilisé tout ce qu'on pouvait en matière de disponibilité de navires. Aujourd'hui, la flotte dans le monde qui n'est pas utilisée, elle est de 1%. On n'a jamais vu ça avant. Donc, il y a une mobilisation très forte de navires, de conteneurs pour répondre à la demande. Et puis, quand ces navires, ces conteneurs sont arrivés dans les ports, alors là, cette accélération forte a commencé à créer dans les ports des dysfonctionnements. On a parlé tout à l'heure du port de Los Angeles, 14 jours d'attente à l'ancre avant de pouvoir accoster au port de Los Angeles. C'est la même chose dans les très grands ports du monde qu'on croyait complètement insubmersibles, comme Shanghai, comme Singapour. Ben là aussi, il y a des attentes, il y a de la congestion. Et donc, cette congestion crée elle-même du déficit de capacité, puisqu'un navire qui tourne moins vite, forcément, il a une capacité dynamique qui est moins importante sur une période donnée. Donc ça, évidemment, forte augmentation de la demande, une offre qui n'arrive pas à suivre, crée dans une économie de marché normale une augmentation des coûts, une augmentation des taux de fret qu'on a vu sur les marchés. Et ça dure. Et donc, cette congestion dans les ports, cette demande extrêmement soutenue, conduit finalement à une congestion sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire qu'une fois que le navire est arrivé dans le port, il est déchargé, puis le conteneur, il faut l'amener du port jusqu'à l'entrepôt, jusqu'au magasin, jusqu'à l'usine de production. Et là, on le voit bien aux États-Unis, immense congestion ferroviaire. En Europe, problématique sur les chaînes de transport routier, problématique dans les entrepôts, avec encore une fois pendant les mois, le début de 2021, des effectifs qui étaient encore contraints par des difficultés sanitaires. Et donc, finalement, le sujet que l'on voit aujourd'hui, c'est que la congestion entretient ce déficit de capacité, ce déficit d'offres qu'on n'arrive pas à combler. Ce que vous disiez, Madame Cabot, quand on a préparé, c'est que clairement, le monde n'était pas prêt pour faire face à ce pic. Ce qu'on voit, il y a un sujet d'offre de transport, évidemment, sur lequel nous, transporteurs, on travaille beaucoup. Hein. On a commandé des navires, on a commandé des conteneurs,
La capacité déployée par CMA-CGM, elle a augmenté de 10% en 2021 pour répondre à cette demande. On a augmenté notre flotte de conteneurs de 20%. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour répondre à cette demande, tout en répondant à cette demande qui, aujourd'hui, on voit bien, n'est toutefois pas satisfaite. Mais ce dont on se rend compte aussi, c'est qu'il y a un sujet d'infrastructure fort. Et c'est dans le monde entier, ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Europe. Finalement, les ports français s'en tirent plutôt pas si mal que ça. On le voit dans les congestions qui sont moins importantes dans les ports français que dans d'autres ports européens. Plus on est gros, plus on est congestionné. Et le port de Rotterdam, aujourd'hui, par exemple, a beaucoup de difficultés. Donc, on voit que les infrastructures de transport, les infrastructures de supply, les infrastructures portuaires ne sont pas prêtes pour répondre à des pics aussi violents. C'est-à-dire que si on est dans quelque chose d'assez lissé qui fonctionne bien, globalement, ça fonctionne. Et dès qu'on se retrouve dans un pic, dans une accélération, il faut faire face à une demande qui devient complètement, qui est très, très soudaine, très brutale. Alors là, la machine, elle coince. Et il y a un sujet d'infrastructure important. Et la vraie difficulté qu'on peut se poser, et j'écoutais avec intérêt l'exposé de Thomas tout à l'heure, oui, effectivement, notre monde va peut-être continuer à avoir des crises comme ça, avec des accélérations brutales, des décélérations et des accélérations brutales. Il faut qu'on puisse avoir cette espèce de soupape, de manière à ce que les infrastructures puissent absorber une demande forte, accrue pendant quelque temps, et à quel prix économique est-ce que cette soupape puisse fonctionner. Madame Cabot, j'ai une question intéressante qui peut-être peut éclairer le débat. Pourquoi, alors que les entrepôts dans les ports sont surchargés, au final, dans les grands commerces, les rayons restent vides ou en tout cas un peu dépeuplés? Alors déjà, moi je pense que en tant que consommatrice, là c'est pas la spécialiste du transport qui vous dit, je pense que les rayons restent vides parce que la demande est là et que dès qu'un rayon se remplit, il est vidé très très rapidement. Et je pense qu'en fait la chaîne, elle fait son travail. On a parlé tout à l'heure mais ce qui se passe, je voulais vous parler aussi du fort renforcement de l'e-commerce. Ça, c'est un changement extrêmement profond dans la façon dont on doit faire fonctionner nos entrepôts. Parce qu'un entrepôt qui livre un magasin, ce n'est pas la même chose qu'un entrepôt qui travaille sur du e-commerce. Donc, il faut adapter le mode de fonctionnement. Il faut adapter le mode de fonctionnement dans les ports. Je parlais tout à l'heure de pouvoir avoir des soupapes, des endroits où on va pouvoir, par exemple, stocker les conteneurs de manière à ne pas les stocker dans les ports et ne pas créer d'embouteillage et d'encombrement dans les ports. Donc, il y a une nouvelle normalisation opérationnelle à mettre en place. Et je pense que pour faire ça, tout à l'heure, on a dit quelque chose de très important, l'anticipation. On n'a pas anticipé. Il faut absolument que la supply chain apprenne à anticiper. La mode, il y a quelques années, c'était le just-in-time. Il fallait qu'on puisse commander vraiment au dernier moment. La chaîne logistique devait s'adapter au just-in-time demandé par les clients. Je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir revoir nos bases parce que le just-in-time aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Les chaînes logistiques ne le supportent plus. Par conséquent, l'anticipation, le fait de travailler sur des contrats long terme entre transporteurs, le fait de mettre en place, d'avoir une vision globale de la supply chain, c'est ce qu'on essaye de faire chez CMA-CGM en développant des solutions logistiques aussi pour nos clients. Tout ça, ça doit faire partie d'un nouveau modèle à mettre en place pour la supply chain. Madame Cabot, il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans les échanges pendant que vous vous exprimiez. C'est dans quelle mesure est-ce qu'on doit en tirer la conclusion qu'il faut relocaliser une partie des productions? Et vous, c'est un constat que vous avez fait aussi à un moment quand vous avez vu les prix s'envoler pour vos clients. Vous vous êtes dit, attention, si les prix s'envolent trop, on va se retrouver avec des nouvelles routes à construire complètement. Oui, effectivement, vous savez que CMA-CGM a décidé le 2 septembre dernier de geler les taux spot et on a capé tous nos taux jusqu'en février 2022 puisque on rentrait en septembre dans une peak season sur de la peak season, si je peux me permettre, avec une période pré-Noël pour l'Europe et puis la période pré-Nouvel An chinois en Asie jusqu'en février. Donc, on a
geler nos taux parce qu'on voyait aujourd'hui s'envoler des choses qui devenaient un petit peu déviantes, avec notamment des activités d'intermédiaires qui ajoutaient des marges sur les taux de fret, et donc on a décidé de geler nos taux. Et ce qu'il y a quelque part un peu sur les marchés finalement, même avec les autres transporteurs maritimes, consolider un petit peu et mis un frein un petit peu à ces augmentations de taux de fret. Donc, sur ces sujets-là, nous, on peut parler de la relocalisation. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que en fait, les clients, mais peut-être Monsieur Mathé pourra nous en dire un peu plus, c'est l'idée de se dire, je vais essayer peut-être d'avoir plusieurs sources de production. Je pense que la Chine et l'Asie aujourd'hui dans nos économies, qu'elles soient européennes ou américaines, est absolument irremplaçable parce que c'est trop difficile aujourd'hui pour l'ensemble. C'est quand même l'usine du monde et c'est trop difficile de relocaliser 100%. En revanche, ce qu'on va voir de plus en plus, c'est peut-être une diversification du sourcing qui va changer, notamment à la marge, et on s'y prépare chez CMA-CGM, des sujets de régionalisation, où peut-être on va essayer de produire un peu plus près de chez nous, plus en Europe, peut-être dans des pays comme la Turquie, comme le Maroc, comme l'Europe de l'Est, où il y a des capacités de production, et peut-être qu'on va solliciter un peu plus ces capacités de production. Est-ce que ça va changer radicalement demain matin, à très court terme, la façon dont la Chine et l'Asie sont présentes dans l'appareil de production mondiale? Pas vraiment, parce que les quantités, les flux, les capacités de production sont énormes. Ils ne peuvent pas être demain matin relocalisés. Est-ce qu'à la marge, des clients vont se dire, oui, finalement, ça m'intéresse de diversifier mon sourcing, ça m'intéresse d'avoir une production plus proche pour le just-in-time. Ça, c'est intéressant. Et attention, quand on va faire ça, il va falloir se garder de la tentation du tout camion, notamment en Europe, parce que ça, ce n'est pas la solution non plus dans un sujet, dans une vision où on essaye aussi d'avoir un impact de décarbonisation de la supply chain. Donc, vous voyez, on a effectivement des enjeux forts et des challenges forts sur la remise à niveau de la supply chain. Moi, je crois que ce qui s'est passé du Covid, nous, on pense chez CMA-CGM que ce qui s'est passé au niveau du Covid, ce n'est pas un événement isolé, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on se prépare pour la suite, il faut qu'on y travaille avec les gestionnaires d'infrastructures, il faut qu'on y travaille avec nos clients, il faut qu'on leur propose des solutions plus anticipées, plus globalisées, et il faut qu'on puisse avoir de la réserve de capacité aujourd'hui dans l'infrastructure de la supply chain, parce qu'on voit que elle n'est pas préparée à des à-coups brutaux qu'on a connus. Madame Cabot, avant de passer la parole à Franck Mathey, je voudrais vous poser cette question qui est arrivée sur le chat. À qui profite vraiment la hausse des coûts du transport maritime? La hausse des coûts du transport maritime, aujourd'hui, elle profite finalement, c'est un phénomène qui vient d'un déséquilibre entre l'offre et la demande. Il y a beaucoup d'intermédiaires, comme vous l'avez vu dans la supply chain. D'abord, aujourd'hui, les coûts du transport maritime ont augmenté parce que quand un navire attend 14 jours devant Los Angeles, au lieu de pouvoir accoster normalement quand il arrive, ça coûte au transport maritime, ça coûte aux transporteurs. Moi, je pense que toute perturbation non contrôlée dans une chaîne de transport, elle ne profite à personne. Parce qu'à la fin, évidemment, les coûts augmentent, mais finalement, les coûts de production augmentent aussi, les délais augmentent, et à la fin, personne n'est satisfait. On se trouve aujourd'hui devant cette situation qui est que il y a eu une disruption de la supply. Elle n'incombe pas uniquement au transport maritime, comme on l'a vu. Hein. Le transport maritime à travailler sur son offre de capacité. Il y a un sujet portuaire, il y a un sujet terminaux, il y a un sujet routier, il y a un sujet ferroviaire, il y a un sujet entrepôt, il y a un sujet global de supply chain. Donc, on a eu ce phénomène de crunch. Il faut maintenant, et c'est un phénomène de crunch qui ne va pas, s'estomper, enfin disparaître demain matin. Il faut y travailler et encore une fois, moi je crois beaucoup à tout ce qui peut être fait sur
de l'anticipation, de la visibilité long terme avec nos clients, des alternatives, des routings alternatifs. Aujourd'hui, on utilise toujours les mêmes ports pour faire transiter les marchandises. Peut-être qu'il faut élargir l'éventail des ports qu'on va utiliser de manière à pouvoir utiliser au mieux les infrastructures portuaires telles qu'elles existent et puis se poser la question de savoir comment est-ce que je fais intelligemment pour créer de l'élasticité dans cette chaîne d'infrastructures. Voilà qui, je pense, répond à la question de Cédric Marcel qui se demandait s'il y avait des solutions aujourd'hui de stockage pour désengorger les ports et à quelle échéance. J'imagine qu'on comprend maintenant que ça ne va pas se faire à court terme. Oui, mais la marge, on peut, enfin, si je peux juste me permettre, on peut travailler sur des solutions de stockage tampon à l'extérieur des ports. Donc, on peut mettre en place des choses à la marge qui vont permettre de travailler un petit peu sur un peu plus d'efficacité opérationnelle. Hein. Il y a, comme dans toute crise, il y a du court terme, il y a du moyen terme, et puis il y a du plus long terme, et puis il faut travailler sur les 3 niveaux. Merci beaucoup. Je vais maintenant passer la parole à Franck Mathey. Alors, on va parler de court terme, là, pour l'instant. Vous êtes le porte-parole de Jouet Club. Alors, je n'ose pas dire du Père Noël, mais c'est un peu ça, puisque la moitié des ventes de votre chaîne de distribution de jouets se fait dans les 3 derniers mois de l'année. On y arrive, on y est. Et ça n'est pas comme les autres années. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu où vous en êtes, vous, avec vos approvisionnements et quels sont vos rapports avec l'amont de la chaîne logistique, celle qui vous permet de réceptionner les cartons, les Barbies et les petites voitures? Alors, en fait, on est concerné à double titre. On est concerné parce qu'on est nous-mêmes importateurs directement depuis l'Asie. Et aussi, est-ce que vous pouvez rappeler peut-être, Monsieur Mathey, la part des jouets qui vient d'Asie dans vos rayons? Je vais y venir. Et donc, on est aussi des clients de grandes marques internationales, européennes et françaises. Donc, on a un double approvisionnement. Là, la question se pose effectivement sur le transport et donc les jouets vendus en France, c'est 57% des ventes. Donc, c'est en baisse. Il y a une quinzaine d'années, c'était près de 70%. Donc, on parlait de relocalisation tout à l'heure. Effectivement, la relocalisation est possible. Elle est possible s'il y a des savoir-faire qui existent toujours en France et en Europe. Et puis, elle est possible aussi si on considère la chaîne de valeur dans sa globalité. Aujourd'hui, avec les coûts de transport tels que nous les connaissons, un container à $20 000 par exemple, eh bien, ça donne des capacités de production en Europe qui n'étaient pas possibles avant. Donc, en faisant sauter si je peux employer ce terme, le poste transport maritime depuis l'Asie, eh bien, on arrive à être compétitif sur le marché français. Mais faut-il encore qu'il y ait les savoir-faire? Et puis, ce sont des entreprises qui sont des multinationales, donc finalement, leur raisonnement se fait à l'échelle de la planète. Donc, il y a des pistes de ce point de vue-là, mais rien de bien évident. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on vit un peu ce que nous vivons tous les ans dans le marché du jouet, c'est-à-dire qu'on a, nous, avec plus de 50% de nos ventes sur les 3 derniers mois de l'année, une fréquentation dans le magasin qui se multiplie par 10 et l'obligation d'avoir les jouets quand les clients sont là. On ne peut pas se permettre de servir le lendemain de leur passage. Donc, on est dans 2 métiers. Voilà, on a le métier de l'année où les choses se passent calmement, à peu près 5% de notre chiffre d'affaires annuel. Et puis ensuite, on monte et sur le mois de décembre, on est à presque 40% de notre chiffre d'affaires annuel. Donc, c'est des conditions qui sont très difficiles. Et c'est vrai que là, on se rend compte finalement, dans cette crise actuelle, de toute l'interconnexion des différents acteurs de cette chaîne de valeur. Du producteur de matières premières jusqu'au camion qui va faire le dernier kilomètre avant l'entrepôt ou le magasin. Et ça, c'est pas évident parce que ce sont des tailles d'entreprise, des moyens qui sont très différents les uns les autres et donc des délais d'ajustement qui sont très différents les uns des autres, alors qu'on a un besoin immédiat. Je vois pour le marché du jouet, nous, on a senti ces problématiques de tension en observant ce qui se passe aux États-Unis. On a anticipé nos commandes de 3 mois par rapport à ce qu'on fait habituellement. Donc, dans le marché du jouet, on passe nos commandes entre 6 et 8 mois à l'avance. Donc là, on est monté jusqu'à presque 11 mois avant la période de Noël. Donc, c'est énorme. Et on a fait partir nos conteneurs assez rapidement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 20% de stock en plus dans nos magasins que l'année dernière à la même période. Donc,
ça, l'anticipation, effectivement, c'est important, mais faut-il pouvoir le faire et faut-il que la chaîne de production, qui est en amont, puisse le faire aussi. Donc, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où j'ai discuté encore avec des fabricants qui me disaient, mais moi, aujourd'hui, à 20 000 $ en Chine, je ne peux pas faire partir. Il n'y a pas de disponibilité. Donc, on se rend compte que ce n'est pas simplement un problème de tarif, c'est un problème de capacité aussi qui manque et donc qui crée ces perturbations. Donc, la conséquence première pour nous, commerçants, ça va être la question de la disponibilité. Parce que les jouets vont bien arriver et en quantité suffisante avant le 25 décembre, puisqu'on a de la chance, notre échéance est dans 2 mois aujourd'hui. Donc, ça nous laisse le temps de voir. Mais on sait que les délais de transport sont allongés. Donc, en fonction des dates de départ qui vont nous être annoncées, on sait que pour certaines quantités, ça peut manquer. Et la deuxième conséquence, c'est une hausse du tarif consommateur, puisque les fabricants subissent des hausses de matières premières, mais surtout du coût du transport. Et donc, ils répercutent, pour assurer leur pérennité, ils répercutent ces hausses de tarifs sur leur prix de vente en magasin. Donc, on a à peu près aujourd'hui 30% des jouets dans les magasins dont le tarif a augmenté. Donc, on va voir ensuite quelles sont les conséquences pour les consommateurs. Ce que l'on sait, c'est que les consommateurs raisonnent en termes de budget d'achat. Voilà, on va acheter les cadeaux de Noël, c'est un budget familial, c'est environ 250 € en France. Donc, ça veut dire que s'ils ne changent pas leur budget, ils vont acheter moins de produits. Donc, il y a des fabricants qui vont subir bien des pertes de vente. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on pourra mesurer après notre saison. Donc, finalement, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est toute la dépendance et l'interdépendance des différents acteurs. Dans une chaîne de valeur, il y en a qui vont subir et il y en a qui vont en profiter. Notamment, si le coût des containers explose, ça va profiter aux résultats des entreprises qui sont dans tout l'univers du fret. Et il y a des entreprises qui sont de grande dimension avec des protocoles qui sont plutôt sérieux. Et puis, il y en a d'autres qui profitent et qui vont chercher des effets d'aubaine en faisant jouer de la spéculation pour des personnes qui sont vraiment aujourd'hui contraintes d'envoyer leurs marchandises maintenant parce que sinon, ça va arriver trop tard. Et si ça arrive trop tard, il faudra tout mettre à la poubelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire, enfin voilà, vous étiez, quand on a préparé, vous étiez un peu remonté contre une partie des acteurs de la logistique qui ont un peu, pas joué le jeu selon vous. C'est ce que je dis, en fait, il y a des effets d'aubaine qui se mettent en place parce qu'en fait, on profite d'une situation où on est face à un mur, comme on peut dire. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que la période de Noël, c'est une période de consommation qui est très forte et pour laquelle il y a des produits qui sont fabriqués uniquement pour cette période-là, parce que la consommation de Noël ont le prix moyen d'un produit vendu, que ce soit dans le jouet ou dans l'univers des cadeaux ou des habits, du textile d'une façon plus large, il est plus élevé qu'en courant d'année. Donc, et si vous ne les vendez pas au moment de cette grande période de Noël, eh bien ensuite, ça ne se vendra pas, il faudra les solder, faire des déstockages forts et surtout, les commerçants n'en voudront pas. Donc, lorsque vous savez que vous avez aujourd'hui 8 semaines de délai d'approvisionnement pour rejoindre votre pays de consommation finale, si vous ne partez pas dans les 5-10 jours, c'est fini. Donc, vous êtes prêt à accepter peut-être un conteneur à 25 000 ou 30 000 $ pour faire en sorte que cette marchandise, elle parte. Vous assumerez une perte, mais qui sera beaucoup moins conséquente que si c'était l'ensemble de votre production qui devait rester en Chine, par exemple. Et puis, un autre phénomène qu'on voit aujourd'hui, et ça c'est intéressant, c'est que les fabricants nous disent qu'aujourd'hui, transporter de l'air, c'est trop cher. Donc, un des enjeux sur lesquels beaucoup travaillent, il y a déjà des solutions qui ont été mises en place sur cette fin d'année, c'est de ne plus mettre des produits complètement finis dans les conteneurs, mais de faire du vrac pour pouvoir mettre plus de quantité à l'intérieur. Par exemple, vous prenez un jeu avec donc une pièce centrale, donc qui va être en volume, qui est elle-même mise dans un emballage, une boîte pour que ce soit présenté convenablement dans les rayons. Eh bien, on va avoir d'un côté le jouet et de l'autre, on va avoir l'emballage qui va être mis à plat et ensuite, on va organiser un assemblage en Europe, par exemple, avant de le diffuser dans les magasins. Donc, voilà, il y a des solutions aujourd'hui qui sont en train d'être trouvées. Ce sont des solutions qui sont assez rapides à mettre en place. C'est du court terme, qui sont plus rapides que de revoir une infrastructure d'un port ou de construire un nouveau bateau ou des nouveaux containers. Et donc, c'est vers ça qu'on est en train d'évoluer. C'est de se dire que d'un côté, tout ce qui peut être relocalisé va être relocalisé. Mais je le disais,
Il y a beaucoup de savoir-faire qui manque. Donc, c'est pas évident de le faire. Et d'autre part, tout ce qu'on va pouvoir désassembler pour finalement le remettre en place à proximité des lieux de consommation, ça va être mis en place. La question, c'est effectivement comment demain vont évoluer les coûts. On sait qu'on est dans une crise, donc il y a des pics de tarifs qui sont en train de se mettre en place. Eh bien, une fois que toute cette suractivité liée à cette reprise économique après la crise du Covid, elle va redevenir normale, on va redescendre à combien? Voilà. Donc, et c'est finalement tout l'enjeu de demain, c'est est-ce qu'on va revenir à $2 000 le conteneur comme avant, ou est-ce qu'on va être à 5 000 ou à 10 000? Parce que chacun a des intérêts aussi à défendre et ça se comprend dans une chaîne de valeur. Et donc, par rapport à ça, eh bien, je pense qu'il y a des nouvelles solutions qui vont être mises en place pour faire en sorte que d'une part, on réduise sa dépendance, parce qu'on se rend compte à quel point on est dépendant aujourd'hui. Et quand on est dans une activité comme le jouet avec une saisonnalité aussi forte, eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument pouvoir éviter. Et ensuite, eh bien, c'est de se dire comment on peut travailler ensemble aussi, avec l'ensemble des acteurs. On parlait d'anticipation, mais qui dit anticipation dit prise de risque. Et donc, qui va considérer ce risque et qui va assumer ce risque si d'aventure les choses ne fonctionnaient pas comme on l'avait souhaité. Monsieur Mattei, il y a deux questions intéressantes pour vous que je vois défiler à côté de l'écran. La première de Guillaume Collignon, quelle est la part du coût du transport maritime dans le prix d'un jouet? Alors, j'imagine que c'est une évaluation dynamique, que ce n'était pas la même chose il y a 2 ans qu'aujourd'hui. Oui, alors, je ne peux pas dire aujourd'hui parce que en réalité, les jouets ont des tarifs qui sont très variables les uns et les autres. Donc, en fonction du volume, en fonction de la valeur du produit, on ne va pas avoir le même rapport. Donc, ce qu'il faut juste avoir à l'esprit, c'est que voilà, un container, c'est 10 fois plus cher cette année que l'année dernière à la même période. Donc, ce qui fait que vous avez, par exemple, nous, pour notre catalogue de Noël, il y a des jouets, des gros jouets, des grosses motos, des grosses voitures électriques, par exemple, qu'on n'a pas sélectionné parce que le fabricant, pour un jouet qui était un peu plus de 500 €, eh bien, c'était 150 € de hausse supplémentaire entre d'un côté le coût du transport et de l'autre le coût des matières premières qui a augmenté. Donc, voilà, donc c'est difficile à dire. Ce qui est important, c'est que nous, notre combat, c'est de faire en sorte que le rapport qualité-prix du produit il soit toujours bon pour les consommateurs. Donc, nous savons que des fabricants ont pris sur leur marge. Nous-mêmes, nous avons pris sur nos marges aussi pour certains des produits. Nous avons mis en place des promotions spécifiques pour faire en sorte qu'au final, tout le monde puisse s'y retrouver. Donc, et on fera les comptes à la fin. Certains fabricants avaient fait un bon début d'année, donc ils se sont permis de prendre sur leur marge en totalité cette année et de ne pas augmenter leur tarif à Noël. Mais sur 2022, si la situation perdure, ils vont revoir leur position. Donc, voilà. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui. Alors, une autre question qui est peut-être symbolique. Votre réponse sera peut-être symbolique de la réponse de beaucoup d'acteurs économiques. Est-ce que vous avez fait une revue stratégique de vos approvisionnements? Est-ce que vous avez prévu de diversifier les pays de production? Et est-ce que vous avez prévu de vendre d'autres produits, d'autres types de produits à plus forte valeur ajoutée pour contourner les embûches logistiques? Alors, en fait, ça fait plusieurs années déjà qu'on travaille sur ce qu'on appelle la relocalisation. Parce qu'il y a des questions de coûts, mais il y a aussi des questions d'empreinte carbone, la RSE. Donc, il y a des savoir-faire qui existent. Donc, on a cherché depuis plus de 5 ans maintenant en France, dans les pays d'Europe. On est allé voir des industriels qui sont européens pour leur proposer de travailler avec eux, de faire des gammes qui nous concernent. Donc, c'est un vrai sujet sur lequel on s'emploie. Et effectivement, vous voyez, quand on dit qu'en 15 ans, la production de Chine a perdu 10 points de part de marché, eh bien, on est vraiment dans cette tendance-là. Donc, mais après, encore une fois, il faut se rappeler que la plupart des grandes marques qui interviennent dans le marché de jouets sont des marques mondiales. Et donc, leur raisonnement ne se fait pas par rapport à la France, il va se faire par rapport à un continent ou par rapport à plusieurs continents. Et donc là, on revient dans une logique de production de masse. On est dans une industrie, on ne va pas utiliser ces usines à 100% toute l'année. Donc, il faut pouvoir dégager du temps machine pour d'autres. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de sous-traitants et qu'il y a beaucoup d'usines de sous-traitants en Chine et que les grandes marques passent par beaucoup de sous-traitants. Donc, finalement, il y a des nouveaux équilibres qui vont se trouver, qui vont effectivement favoriser des grands commerçants comme Jouet Club, qui ont la capacité à créer leur propre gamme, à avoir suffisamment de volume
pour être pertinent, pour aller voir un industriel européen ou français, s'il a les savoir-faire, et lui proposer de travailler avec nous. Après, quand on est sur une poupée, sur des voitures radiocommandées ou certains jeux de société de grande marque, là, vous êtes dépendant en fait de la marque. Et donc, du coup, on va être dans son schéma. Et c'est la marque, en fait, qui est concernée aujourd'hui par ces questions-là. Et nous, notre rôle, eh bien, c'est de faire en sorte que la marque, elle puisse anticiper. Et donc, nous anticipions nos prises de commande, donc notre prise de risque, pour qu'on puisse être livré, par exemple, début août, jusqu'à fin novembre, par exemple, au plus tard, alors qu'avant, c'était courant septembre jusqu'au 20 décembre. Donc, voilà, donc tout en train de changer. On n'est pas en flux tendu dans le marché du jouet. On est dans l'anticipation et dans la programmation de mise à disposition des marchandises pour nos magasins. Et donc, en fait, on a tout redécalé un petit peu plus en amont pour pouvoir, en fait, tenir cette promesse que le Père Noël il puisse passer dans toutes les maisons le 25 décembre. Ouais, espérons, hein, parce que sinon ça va être un drame. Une question pour vous peut-être, Thomas Gélin. Est-ce qu'on peut préciser quelle est la variation estimée de la hausse du fret sur un an? Quelqu'un me dit on voit passer des estimations qui nous semblent très sous-estimées dans la presse. Alors, est-ce que vous avez des précisions sur la réalité de la hausse du fret? Non, plus précise que je t'ai donné, non. Je pense que Christine Cabot sera peut-être plus amène de répondre à cette question, monsieur. Alors, on va lui poser la question et ensuite, Christine Cabot, je vous poserai une autre question sur, justement, quand on parlait des nouveaux équilibres, quelqu'un se demande si on peut déjà estimer l'impact de prochaines liaisons ferroviaires et multimodales entre la Chine et l'Europe. Comment est-ce que vous observez ça de votre point de vue de transporteur? Oui, alors déjà, pour rebondir un petit peu sur ce qui a été dit et sur les jouets de Noël, CMA-CGM, on a mis en place 2 navires supplémentaires dédiés uniquement et exclusivement au marché français qui sont en train de partir maintenant de Chine et qui vont arriver à temps pour Noël et qui sont dédiés au port français. Donc, pour participer à cet effort global. On a parlé beaucoup des taux de fret et de certains effets d'aubaine. Je rappelle encore une fois que CMA-CGM, on a annoncé qu'on plafonnait nos taux de fret depuis septembre et jusqu'en février et que par conséquent, on est sur quelque chose qui n'augmente pas aujourd'hui. Et puis, tous les efforts qui ont été faits sur l'augmentation de la capacité, plus 10% de capacité déployée avec nos plus gros navires aujourd'hui qui sont déployés sur les ports français pour donner au marché français le plus de capacité possible. Sur le sujet des taux de fret, nous, on est transporteur maritime. On est un maillon de la chaîne dans les taux de fret. Il y a beaucoup d'intermédiaires, comme vous le savez. Et sur un bateau, il y a des tas de taux de fret différents. On a des taux de fret aujourd'hui avec nos clients de long terme qui sont des taux de fret qui n'ont pas bougé en 2021, sur lesquels on était comité, des taux de fret qui sont restés inchangés. Il y a des taux de fret, il y a des clients qui sont venus nous voir, qui sont ce qu'on appelle des clients opportunistes. Madame Cabot, je vais me permettre de faire le candide. Il faut que vous nous expliquiez ce que vous appelez le taux de fret, parce que pour beaucoup d'entre nous, on est un peu perdu. Le prix du transport d'un port d'origine à un port de destination, ou le prix du transport d'un lieu d'origine, parce que parfois on fait aussi la réexpédition terrestre. Donc le prix du transport maritime, incluant ou non une partie terrestre, soit à l'origine, soit à la destination. Excusez-moi. Voilà, donc à bord des navires, vous avez des tas de tarifs différents. Vous avez le tarif du client qui a un contrat long terme avec nous. Celui-là, il n'a pas bougé. Il a gardé son tarif. Et puis, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, des clients un peu opportunistes qui n'étaient pas des clients de CMA-CGM, qui, ne pouvant trouver d'espace chez leurs transporteurs habituels, sont venus nous demander si on pouvait les aider. Et là, évidemment, il est bien normal qu'on parte à ce moment-là sur du marché, ce qu'on appelle le marché spot, c'est-à-dire, c'est un peu la même chose que quand vous achetez votre billet d'avion ou votre billet de train la veille pour le lendemain, voilà. Donc, il y a un lead qui existe sur les navires comme il existe sur tout autre moyen de transport. Et globalement, il y a un fonctionnement du taux qui n'est pas débridé. Nous, on applique une politique tarifaire qui est annoncée, qui est visible pour les clients
qui évidemment réagit à l'offre et à la demande, mais qui est organisée et qui n'est pas mise aux enchères, comme on a pu le voir avec certains intermédiaires ou des choses comme ça qui ont justement nous ont décidé à prendre une action sur ce plafonnement dont j'ai parlé tout à l'heure et sur lequel nous sommes engagés jusqu'en février 2022. Il y avait une question aussi à propos de la route de la soie et des transports ferroviaires entre Oui, exactement. et l'Europe. Alors ça existe déjà, c'est extrêmement utilisé déjà, c'est saturé déjà, et ce sont des routes alternatives qui sont effectivement utilisées par certains clients. Ça va, dans certains cas, un petit peu plus vite que le transport maritime, mais aujourd'hui, il y a de la congestion pareille pour utiliser ce mode ferroviaire. Est-ce que c'est multipliable à l'infini? Le mode ferroviaire est très contraint par des infrastructures qui sont lourdes, qui sont coûteuses, qui sont longues à mettre en place. Et donc c'est une infrastructure qui est intéressante, qui peut apporter une organisation différente dans la supply chain, mais qui aujourd'hui n'est pas moins saturée que les infrastructures et que le transport maritime. Avant de conclure cette conférence, je voudrais vous poser la question à chacun de vous. Qu'est-ce que c'est le nouveau normal? Puisqu'on est visiblement dans quelque chose de très différent. Qu'est-ce que c'est le nouveau normal, Thomas Djebine, du commerce international? La question, c'est justement, est-ce qu'il y aura une démondialisation, c'est-à-dire des chaînes de valeur? Est-ce qu'il y aura une régionalisation de ces chaînes de valeur? Donc ça, c'est un peu des enjeux majeurs. Mais après, pour revenir à la discussion de tout à l'heure, on ne va pas, par exemple, sur le magnésium, tout ça, on ne va pas se remettre, on ne peut pas le produire en France. Donc on sera toujours dépendant de ces chaînes de production. Et ce qui est important, c'est justement cette diversification des sources d'approvisionnement, des types de fournisseurs et tout. Il y a un mot juste, comme on approche de la conclusion, qui a été prononcé, qui semble très important, c'est le mot d'anticipation. C'est-à-dire, et la difficulté, et ça c'est une difficulté pour les industriels, c'est que si vous pensez que le choc, il est temporaire, vous n'allez pas modifier de façon substantielle vos capacités de production. Et c'est un peu la difficulté, c'est qu'on court chaque fois après le temps. On pense que le Covid, c'est fini, le choc sur les chaînes de valeur, c'est quelque chose de temporaire, donc on ne va pas forcément faire les investissements massifs qui sont nécessaires. Et donc ça, c'est aussi le problème d'anticiper, c'est que vous devez vous-même penser que le changement va être suffisamment permanent, enfin durable, pour que ça justifie, pour que l'investissement fait soit rentable. Il y a un deuxième point, juste, et je m'arrête là, c'est sur la différence entre relocalisation et réindustrialisation. Je pense qu'en effet, c'est fondamental de réindustrialiser, en particulier la France, parce que c'est avoir un secteur industriel qui ça permet d'avoir des emplois qualifiés, une productivité plus forte. Maintenant, relocaliser des activités parties dans des pays à bas coût, je pense que ce n'est pas forcément souhaitable. Par exemple, dans l'industrie automobile, les voitures produites en Turquie, au Maroc, on ne va pas forcément les faire revenir. Par contre, l'enjeu, c'est plutôt de développer des nouvelles filières stratégiques à haute valeur ajoutée sur le territoire. Merci beaucoup, Thomas Djebine. Franck Mattei, votre nouveau normal à vous, qu'est-ce que c'est maintenant? On ne vous entend pas? Ça va mieux avec le micro. J'avais oublié la technique. Oui. Donc, en fait, à mon sens, le nouveau normal, ce sera l'acceptable. Puisque finalement, nous sommes dans des situations qui sont mouvantes en permanence. Et quand on a affaire à des grands chocs comme celui qu'on vit aujourd'hui, eh bien, c'est là où il y a des prises de conscience qui interviennent. Et c'est là où finalement, on cherche à innover parce qu'on est toujours dans une logique de coût acceptable pour le consommateur final. Donc, c'est ce nouvel équilibre qu'il va falloir rechercher. Effectivement, certains peuvent penser que c'est une situation de court terme, donc laissons passer la crise. C'est comme les embouteillages au péage d'autoroute quand on part en vacances l'été. On ne va pas changer les péages. On se dit, ben voilà, les gens vont assumer. Donc là, la question, c'est de savoir comment on va assumer, combien de temps on est capable de durer, quel impact ça va avoir à la fois sur les grands équilibres économiques, mais aussi sociaux. Ça, c'est important. Et là, il y aura des solutions.
soit des petites solutions d'innovation, d'adaptation, d'agilité qui seront mises en place et qui permettront finalement de passer ce cap un peu difficile en l'atteignant autant que faire se peut. Ou alors les choses vont s'installer dans la durée et à ce moment-là, effectivement, des grands changements en profondeur pourront être mis en place parce qu'on sait que c'est du temps long qui intervient et que pour ce temps long, il faut de la confiance, il faut des investissements importants et puis il faut aussi une vision parce que c'est penser à un monde de demain que l'on ne connaît pas aujourd'hui et dans lequel on peut estimer que de nouvelles crises comme celle-ci pourront avoir lieu avec peut-être des effets beaucoup plus importants que ce qu'on a pu vivre au cours de ces 2 dernières années. Merci beaucoup, Franck Mathey. Maintenant, je vais vous laisser le mot de la fin, Christine Cabot. Votre nouveau normal à vous, qu'est-ce que c'est chez CMA-CGM? Nous, chez CMA-CGM, on est convaincus que, en fait, on a à organiser, la crise qu'on vient de passer nous convainc que dans le futur, il va falloir qu'on travaille un petit peu différemment, notamment avec nos clients. On parle beaucoup d'anticipation. Moi, je pense que c'est la clé pour améliorer l'efficacité opérationnelle. Qui dit améliorer l'efficacité opérationnelle veut dire améliorer l'efficacité du coût du transport et que l'anticipation, le travail en amont et la vision sur le long terme avec nos clients est absolument clé dans le dispositif pour arriver à avoir un transport maritime qui, certes, va continuer on pense être sous tension pendant encore quelques temps, mais au moins donnera de la visibilité à nos clients sur ce qu'on est capable de faire pour eux et comment est-ce qu'on travaille de façon plus intégrée avec leurs contraintes. Ça, c'est important. On est aussi prêt à travailler avec les autres acteurs de la chaîne logistique de manière à pouvoir lisser aussi les étapes qui vont depuis le départ, depuis l'origine, la production du produit jusqu'à son arrivée dans le magasin ou dans l'entrepôt, de manière à éviter les à-coups, à travailler sur un temps de transit et revoir un petit peu ce sujet du just-in-time dont je pense vraiment qu'il doit… Il a fait son temps, oui. Il a fait son temps. Et donc, on est prêt à travailler aussi sur la visibilité autour des infrastructures. Qu'est-ce qu'il faut faire pour redonner un peu de flexibilité sur ces infrastructures en Europe? Quelles sont les nouveaux routines qu'on peut mettre en place? Quelles sont les nouvelles solutions? Comment redonner de la flexibilité à cette supply chain? C'est notre métier. Mais il faut le faire avec des acteurs avec lesquels on va pouvoir travailler, comme je disais tout à l'heure, sur le moyen terme et sur du long terme. Et pour le court terme, on fait tout ce qu'on peut pour prendre en place des actions spot, on l'a dit, pour rajouter de la capacité rapidement, pour essayer de soulager un petit peu les sujets d'urgence. C'est ce qu'on fait dans la mesure de nos moyens. Et encore une fois, travaillons ensemble et la digitalisation peut aussi aider beaucoup dans ce process. La supply chain, c'est un sujet commun et je répète, nous, CMA-CGM, on est à la disposition de nos clients et des parties prenantes pour travailler ensemble à remettre un peu de flexibilité dans ce sujet-là, parce que je pense que oui, il y aura un nouveau normal. On ne va pas revenir, même si les choses se normalisent un petit peu, on ne reviendra pas à une situation dans laquelle on était il y a 2 ans, parce que le monde a changé, les habitudes de consommation ont évolué. Il faut se mettre dans une nouvelle dynamique, ensemble. Merci à vous 3, c'était passionnant. J'espère que vous avez tous, vous qui nous suivez, passé un bon moment, appris des choses et compris un petit peu mieux tout ce qui se passe dans la coulisse. Je vais terminer par cette suggestion de Frédéric Moncalin-Saint-Aignan qui dirige le cluster maritime français. Il suggère de donner aux enfants le goût du maritime et le sourire avant Noël, et il recommande de leur offrir des petits porte-conteneurs en bois de la société Villac fabriqués dans le Jura. Voilà, ça mettra tout le monde d'accord. Je vous remercie tous du temps que vous avez pris. Je vous rappelle que vous qui vous êtes inscrits recevrez un mail qui vous permettra de regarder de nouveau cette présentation. Merci à nos intervenants. Merci à vous pour vos questions, votre participation. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée.